Ok, on continue sur nos tableaux de contingence et nos tables de comptage, tout simplement, pour les histoires de vecteurs de loi multinomiale. Et on va voir un petit peu des applications. Donc, j'avais fini sur une petite discussion qui paraissait peut-être un peu compliquée sur les tests multiples et tests simples. Et je vais revenir là-dessus parce qu'en fait, on va commencer à introduire l'idée de faire un test, non plus un test sur un paramètre, mais un test de loi quand on aura des nombres de comptage relativement raisonnables. OK. Donc, je bascule encore une fois sur mes slides. OK. Donc, je vous rappelle comment est-ce qu'on définissait notre… Je vais vous définir la statistique de test de manière un tout petit peu différente. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de regarder cette différence entre ce qu'on a observé et ce qu'on espère avoir. OK. Donc, si jamais je reviens sur mes notations standards, c'était, je revenais sur du NJ, le nombre d'observations dans la catégorie J, moins ce que j'espère avoir sous l'hypothèse A0, c'est-à-dire du N fois P0J. Okay, donc ça, c'est la différence fondamentale entre ce que j'observe et ce que j'attends avoir. Okay, et alors, je ne vais pas encore élever au carré, je vais le faire par la suite. Et on divisait par le comptage attendu. Okay, donc, si jamais j'essaye de ne pas travailler sur un carré, je vais prendre sa racine carrée. Okay, donc, je vais travailler sur la racine carrée de N P0J. Okay, donc, cette grandeur-là correspond à cette valeur Z. Okay, et on peut montrer que ce Z va suivre à peu près une loi normale N01. C'est pour ça qu'on voit apparaître un kilo. Donc, je formalise un tout petit peu le test que j'avais proposé tantôt. Et donc, on va retrouver cette formule qu'on retrouve dans certains livres, qui est que si jamais je définis ZJ comme étant le nombre observé moins le nombre espéré, divisé par la racine carrée du nombre espéré, dans ces cas-là, je dois avoir à peu près une loi N01. Et quand je m'amuse à sommer les carrés de ces normales N01, alors, j'ai une loi du qui 2 sans s'y attendre, mais ce n'est pas exactement une loi du qui 2 à J degré de liberté, c'est J-1 essentiellement à cause de l'hypothèse que la somme de mes comptages est égale à N. Okay, on est toujours sur cette même contrainte qui fait qu'en gros, on va perdre un degré de liberté. D'accord, donc je passe de J à J-1. Et donc, on arrive à cette propriété relativement intéressante qui est que quand je fais la somme de ces grandeurs-là qui étaient mes ZJ au carré, on va obtenir cette loi du qui 2 à J-1 degré de liberté qui nous permet de faire un test. Okay, donc, ce qu'on va dire, c'est je vais regarder classiquement le quantile. Donc, ici, je vais tracer ma loi du qui 2 à J-1 degré de liberté. Ils sont 0. Je vais récupérer mon quantile à un certain niveau, disons 95%. Donc, je vais avoir 5% de chance de dépasser cette valeur ici, qui va me définir ma région de rejet. Donc, si je mets ma statistique Q dépasse ce seuil, dans ces cas-là, on va rejeter H0. H0 étant l'hypothèse que la vraie probabilité, c'est effectivement cette probabilité P0. Okay, donc, c'est ça qu'on est en train de regarder. Et c'est ça qu'on va utiliser. Alors, je vous redéfinis ma statistique de test. Alors, encore une fois, j'ai fait des petites coquilles puisque j'ai défini des N. Donc, mes grands N correspondent à mes petits N. Donc, je compte combien d'observations j'avais dans ma catégorie J moins le nombre théorique au carré. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, si, c'est juste que je note un N avec du P0J, P0 chapeau J au lieu d'avoir du PJ. Mais voilà, c'est là. D'ailleurs, je ne devrais pas avoir de 0. Désolé. Je vais faire des corrections dans mes slides, ça sera un peu plus propre. Et voilà, je fais la somme de mes nombres observés moins mes nombres attendus au carré divisé par la somme des attendus. Okay, donc, c'est du petit n et pas du grand n. Donc, ça, c'est ma statistique de test. Okay, donc, ça, on l'avait vu comme ça. Soit H0, donc si H0 est vrai, la variable aléatoire associée doit suivre une loi du qui 2. Et donc, ma p-value, c'est la probabilité qu'une loi du qui 2 à J-1 degré de liberté dépasse cette statistique. Si jamais la p-value est plus petit que 5%, alors on rejette. Et je peux le faire sur la région de rejet. Donc, la région de rejet, ça va être basé sur des histoires de quantile. Okay, donc, en l'occurrence, du 1 moins alpha. Okay, donc, ici, j'ai J égale 2, donc 2 degrés de liberté. Ici, j'ai 6, plutôt J égale 2, donc j'ai 2 catégories. Donc, ici, celui-là correspond en fait à l'extension de la loi binomiale. Okay, donc, je vous rappelle que pour une loi binomiale, on a 2 catégories, 0 et 1. Okay, mais on avait toujours omis le côté qu'on avait 2 catégories, essentiellement parce que tout simplement,
euh, une fois que j'ai mes 1, j'ai forcément mes 0. Okay, et je vous rappelle qu'on utilisait une espèce de test basé sur une loi normale. Okay, donc, on avait ce quantile à 1,96. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au lieu de regarder la probabilité P chapeau de 1 moins la probabilité théorique, okay, la positionner par rapport à une loi normale. Donc, on devrait avoir une loi normale N01, un peu de choses près. Enfin, en normalisant correctement, mais disons que je devrais avoir une loi normale qui est centrée. Okay. Au lieu de regarder cette histoire de valeur absolue qui doit être plus petit que 1,96, ce qu'on faisait quand on avait un test bilatéral, je peux prendre le carré et positionner par rapport au carré de 1,96. Et on voit comme par hasard, ça tombe à peu près sur le quantile. Donc, la valeur qui se trouve ici, c'est le carré de 1,96 au carré. Pas de 1,96, donc c'est 1,96 au carré. Okay, donc, on retrouve le fait que faire un test pour une loi pour une variable binaire ou faire un test pour une variable multinomiale à 2 catégories, ça raconte la même histoire, de manière assez logique. Okay. Et donc, c'est relativement réconfortant. Ici, je l'ai pour une variable à 6. Donc, ici, je suis sur mon D, en fait, où j'ai 6 valeurs. Si jamais ma statistique de test dépasse le 11, quelque chose qu'on avait obtenu tantôt, dans ces cas-là, on va rejeter. D'accord? Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez naturel. C'est juste qu'au lieu de regarder une seule probabilité de regarder un test gaussien, on regarde globalement, on regarde la distance par rapport à P0. Donc, on fait la somme des différences. Donc, on va récupérer quelque chose qui va ressembler à une Qui2. Et on a cette petite perte de degré de liberté. Donc, on le voit encore mieux si jamais j'ai J égale 2. OK, J égale 2, mais on a une contrainte très, très forte, en fait. Et on se ramène à une loi du Qui2 à 1 degré de liberté qui va nous donner une espèce de carré de normal. OK. Alors, à partir de là, je peux avoir une autre idée qui est de faire ce qu'on appelle un test d'ajustement. D'accord. Alors, c'est un peu ce qu'on faisait quand je vous disais on va regarder globalement le vecteur de probabilité de tomber sur chacune des phases du dé. Okay. Alors, le test d'ajustement, on en avait parlé, on avait évoqué un qui était le test de Kolmogorov-Smirnov. Donc, ça marchait quand vous étiez sur des lois continues. Quand vous avez la taille des élèves, une température, un poids ou quelque chose comme ça, on est sur des variables continues. Nous, on va le faire sur des variables discrètes. Donc, l'idée, ça va être de proposer un test, parce qu'encore une fois, le Kolmogorov-Smirnov ne marche pas quand on est sur des lois discrètes. Mais en fait, on vient de voir quelque chose qui est relativement intéressant, c'est qu'on pourrait faire quelque chose qui ressemble à un test du Qui2. Okay. Donc, comment ça marche? Donc, l'idée, ça va être de dire, je vais supposer, de la même manière que l'histoire de Kolmogorov-Smirnov, c'était de se demander, est-ce que ma distribution, elle est égale à F0? Donc, à partir du moment où j'ai une variable discrète qui prend un nombre raisonnable de modalités, ça revient à poser la question, est-ce que P est égal à P0? Okay, donc, on voit apparaître quelque chose qui nous fait naturellement penser à une loi multinomiale. Okay, P0, ça va être quoi? Ça va être tout simplement les probabilités qu'on a si jamais la loi supposée est vérifiée. Donc, exemple standard. Je vais supposer, je vais plutôt me poser la question, est-ce que des données peuvent être tirées suivant une loi de Poisson? Okay. Donc, on aura envie de se dire, est-ce que ça pourrait être une loi de Poisson de paramètre 2? Est-ce que ce P0 pourrait être associé à une loi de Poisson de paramètre 2? Alors, il y a juste un tout petit souci dont il va falloir se débarrasser tout de suite, c'est qu'une loi de Poisson, ce n'est pas borné. Okay, donc, je vous renvoie à la capsule que j'avais dû faire dans le chapitre 3 sur la loi de Poisson, mais la loi de Poisson de paramètre lambda, c'est cette loi qui vous dit une variable aléatoire x suit une loi de Poisson si la probabilité pour que x soit égal à petit x, c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance x sur factoriel x, x doit appartenir à n'importe quelle valeur de comptage. Donc, je n'ai pas le droit de faire un vecteur de probabilité qui soit infini. Et en fait, comme on fait des stats, l'infini, on va l'avoir assez vite et en fait, on va découper. Donc, je vous renvoie juste ici les différentes probabilités associées à la loi de Poisson. Donc, par exemple, quand vous avez une loi de Poisson de paramètre 2, c'est ce qu'on va vouloir tester au final, une loi de Poisson de paramètre 2, il y a 13,5% de chance d'obtenir 0. 27% de chance d'obtenir 1, 27% de chance d'obtenir 2, 18%, 9%, 3%, 1%, 3 pour 1000. Puis on voit qu'en fait, assez vite, les probabilités deviennent très proches de 0. Donc l'astuce, elle est simple, c'est de se dire, quand vous êtes sur des variables discrètes, non complètement aberrantes, en fait, le nombre de valeurs atteignables est relativement petit. Okay. Exemple, cette loi de Poisson. D'accord. Donc en fait, par exemple, la loi de Poisson, je pourrais très bien me dire, elle va prendre 6 modalités. Okay. 0, 1, 2, 3, 4. Et alors, il y a juste une petite astuce sur la fin, c'est que je vais devoir regrouper tout le monde parce qu'il faut que la somme de toutes ces probas soit égale à 1. Okay, donc ça, c'était une condition qui était mon vecteur P0, c'est un vecteur de P0, 1 jusqu'à P0J, et il faut que la somme des P0J soit égale à 1.
Okay, c'est la définition d'un vecteur de probabilité. Donc, je ne peux pas exactement prendre une loi de Poisson, mais ce que je vais dire, je vais prendre une loi de Poisson que je vais censurer à partir d'un moment. Et donc, quand je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais tout mettre dans la même catégorie qui va être ce 5 plus. D'accord? Donc, c'est exactement ce que je fais ici où je vous dis, je vais prendre très exactement mes 5 premières probabilités. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va correspondre aux probabilités de valeur 0, 1, 2, 3, 4. OK. Et je vais rajouter ma 5e catégorie, qui sera en fait le reste, qui sera la somme de tous les autres. Donc, en fait, je vais sommer toutes ces valeurs-là. Donc, c'est ce que je fais. Alors, j'aurais pu dire je somme tout le monde, soit en fait, je me récupère 1 moins la fonction d'impartition. Donc, c'est la fonction de survie, c'est la probabilité d'être strictement plus grand que 4. Voilà. Et comme ça, j'ai défini un vecteur de probabilité. Donc, voilà. Donc, on n'est plus obligé de se souvenir que c'est une loi de Poisson, mais voilà, la question que je vais me poser, c'est est-ce que c'est possible que mes vraies probabilités aient été tirées suivant cette loi-là? Ce qu'on aura envie de dire, c'est que si jamais les probabilités empiriques s'approchent suffisamment de cette chose-là, on pourra accepter que derrière se cachait une loi de Poisson de paramètre 2. Voilà. C'est tout simplement ça qu'on va utiliser. On va utiliser une version censurée de la loi de Poisson de paramètre 2, tout simplement en regroupant dans la même catégorie les 5 et plus. Okay. Donc, à partir du moment où on a accepté ça, on a ce test d'ajustement. Donc, le test d'ajustement, c'est exactement le même que celui qu'on avait auparavant. C'est de dire, OK, est-ce que j'ai une certaine distribution? Alors, c'est ce que je notais petit f0. Okay. Les petits f0, ça va être les vecteurs des probabilités que je vais construire à partir de ma distribution théorique. Okay. Donc, pensez ici à une loi de Poisson de paramètres lambda, par exemple avec lambda égale 5. Dans ces cas-là, avec ces vecteurs, à partir de ce f qui prend des valeurs sur n, je vais créer un vecteur de taille finie, okay, avec j modalité, si possible j pas trop grand. Okay. Donc on reviendra là-dessus, mais on retrouve à peu près les mêmes hypothèses. Je vous rappelle que quand on avait une loi binomiale, okay, BNP, la condition pour qu'on puisse faire un test gaussien, c'était de dire qu'il faut que n soit supérieur ou égal à 30, et il faut que les n, alors je vais noter npj, soient supérieurs à 15. Okay, donc il faut quand même avoir un petit peu d'observation dans chacune des classes, mais à partir du moment où j'ai un petit peu d'observation dans chacune des classes, je peux parfaitement définir mon vecteur P0. Okay, donc il faut que dans chacune des classes, j'ai une quinzaine d'individus. Bref, première étape, c'est passer de cette distribution F à ce vecteur P0 par une opération exactement celle que j'ai décrite dans la slide précédente. Okay. Si je veux tester, est-ce que X a pour loi F0 ou est-ce que X n'a pas cette loi F0, je peux passer par ma loi du Qui2. Ma loi du Qui2 va me dire, encore une fois, j'ai toujours la même coquille, je suis désolé, je vais essayer de corriger ça. Les grands n sont des petits n. Donc, je vais regarder la somme des nombres d'observations qui sont dans la catégorie J moins le nombre théorique que je devrais avoir si j'avais la loi F0 au carré, que je divise par le nombre théorique que je devrais avoir. Quand je somme ça, je devrais avoir une loi du Qui2 à J-1 degré libre. Et là, on aura la même stratégie qu'auparavant, qui est ma loi du Qui2 R ressemble à ça. Je vais dépasser si jamais je suis grand. Si je mets ma statistique que j'ai observée est relativement grande, et le grand étant défini par rapport au quantile à 95%. Okay, si jamais je dépasse ce quantile à 95%, alors dans ces cas-là, on va pouvoir rejeter avec une certaine confiance, associée à ce niveau alpha, l'hypothèse H0. Okay, donc si jamais, et c'est relativement naturel, pourquoi cette statistique elle est grande me pousse à rejeter, parce que si jamais je suis grand, c'est qu'à l'intérieur, j'ai des valeurs pour lesquelles j'ai des NJ qui sont très différents de ce que je devrais avoir observé si jamais ma vraie probabilité, c'était effectivement P0J. Donc si je suis très différent, c'est que la loi ne colle pas. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Alors, petit exemple, je vous le fais donc c'est un exemple qui avait été pris sur les tests de loi de Poisson, en fait. Donc, je ne suis pas sur un test de paramètres, je suis vraiment sur un test de loi. Okay, et donc, on peut se demander, est-ce que, donc, ce qui avait été observé, c'est des impacts de bombes, V1 et V2 qui avaient été tombés autour de Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Donc, j'avais des surfaces j'avais 144 km² qui ont été découpés en petites grilles. Et dans chacune des petites grilles, je compte combien de bombes est-ce que j'ai pu observer. Voilà. Est-ce que j'ai obtenu 0, 1, 2, 3, 4, 5 OK. Je sais, voilà. Dans cette région-là. Donc, on a un certain nombre de régions. En tout, on en a. Donc, j'ai toutes mes petites régions. Chacune des cellules va devenir une des composantes de moi. Une des variables, je sais pas, on pourrait l'appeler ça xi.
Okay, donc, je vais compter dans chacun des xi ici. Donc, ici, c'est ma cellule I. On bloque mon petit carré de 0,25 km² autour de Londres. Okay, donc, le nombre de bombes que je m'attends à avoir, on va supposer que ça soit une loi de Poisson de paramètre lambda. Et j'ai envie de me demander, donc je suppose que tout est indépendant. Donc, ça, c'est une hypothèse qui n'est pas complètement déraisonnable, sauf si les aviateurs visaient des endroits spécifiques où il y avait des usines. Mais bon, disons que les bombes ont été larguées de manière un peu aléatoire sur Londres. Okay, on peut se demander est-ce que ça suit effectivement notre poisson. Donc, on a ici nos comptages. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose. Et c'est le but de ce chapitre, c'est de dire quand on a des variables discrètes, des fois, on se ramène juste à des comptages. C'est aussi ce que je racontais à la fin de la slide précédente, où je disais pour la loi de Poisson, je n'ai pas besoin d'avoir tout mon vecteur des 576 observations. Il suffit de savoir combien de fois j'ai obtenu des 0, des 1, des 2, des 3. Donc, je peux vraiment travailler, non pas sur le vecteur sous-jacent, mais sur le tableau de comptage. Okay, et là, j'ai uniquement mon tableau de comptage, et ce que je suis en train de vous dire, c'est juste avec ce tableau de comptage, je peux faire les tests. Donc, je regarde combien de fois j'ai eu des 0, des 1, 2, 3, 4, 5. Dans combien de régions est-ce que j'ai obtenu 0 bombes qui ont été larguées? Combien de fois j'en ai obtenu 5,17 et plus? Donc, on observe par exemple que dans nos données, il y a eu 93 petits blocs de ce type-là dans lesquels j'ai eu exactement 2 bombes qui ont été lâchées. Okay, puis je fais ça, combien est-ce que j'en ai eu quand on a eu 0? Donc, il y en a eu 229 sur 176. Donc, voilà mon découpage exact. Donc, ces choses-là correspondent très exactement au vecteur N1, N2, Nj. Donc, ici, j'ai mon vecteur de données observées et je mets en face ce que je devrais avoir si jamais j'avais une loi de Poisson. Je passe sous silence le fait que on a choisi une loi de Poisson un peu particulière. Okay, donc, on va se donner une certaine loi F0 qui va être tirée sur une loi de Poisson de paramètre lambda. Okay, puis je vais tout simplement regarder le P0 associé en regroupant les 5 et plus. C'est exactement ce que j'avais fait tantôt. J'ai 1, 2, 3 jusqu'à 4. Donc là, je vais mettre n fois. Donc, par exemple, ici, je vais récupérer très exactement n fois la probabilité que x soit égal à 1. Donc, ça va faire ce exponentiel moins lambda. Lambda puissance 1 sur 1 factoriel. Donc, je récupère ce lambda exponentiel moins lambda. Okay, donc, je multiplie les deux. Donc, j'ai n lambda exponentiel moins lambda. Je ne sais pas quelle était. Encore une fois, j'ai pris ce tableau dans un article. Et donc, j'observe que cette quantité-là correspond à 2,11. Et donc, la question qui était posée, c'est est-ce que ces comptages observés à droite correspondent aux comptages théoriques qu'on devrait avoir si on avait effectivement une loi de Poisson de bons paramètres. Okay, donc, on va juste faire le test tranquillement. Donc, ici, j'ai mes nombres observés. Donc, ici, j'ai redéfini mon vecteur des n. Okay, donc, mon vecteur des n, c'est très exactement le vecteur qui est ici, 229, 211, 93. Alors, il s'avère en fait que j'ai un peu mieux. En fait, je n'ai pas mes 5 et plus, mais je sais qu'il y avait 0 fois 5, 0 fois 6 et 1 fois 7. Donc, il y a eu une petite région de 1/4 de kilomètre carré pour lesquelles j'avais obtenu 7 bombes qui ont été larguées. On les a toutes regroupées dans 5 et plus. Alors, comment est-ce que j'ai choisi le paramètre lambda? Le paramètre lambda, on a pris la méthode des moments. C'est tout simplement dire c'est la fréquence. Donc, comment je pourrais récupérer la fréquence? Là, avec notre tableau, c'est qu'en fait, j'avais mes différentes valeurs, 0, 1, 2, 3, 4. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu utiliser le 5 et plus, parce qu'en fait, il faudrait savoir exactement combien c'était. Et donc, on a eu jusqu'à 7. J'avais mes nombres, N1, N2, N8. Okay, donc, j'avais mes 8 fréquences. Et ce que je suis juste en train de vous dire, c'est quoi? C'est si jamais je dois récupérer l'espérance de ma loi de Poisson associée, je vais faire chacune des valeurs multipliées par les probabilités. Okay, donc, en fait, je suis juste en train d'utiliser la formule toute simple de ce que c'est qu'une espérance. Pensez juste à un dé, okay, un dé à 8 faces ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai les probabilités associées. Quelle est l'espérance sur laquelle on tombe? C'est la face multipliée par la probabilité. Okay, donc, c'est exactement ce que je fais. Je fais ma valeur faciale, la valeur multipliée par le n divisé par la somme, ce qui renvoie à une probabilité. Okay, donc, en gros, on nous dit, si jamais c'est une loi de Poisson, il y a quand même pas mal de chances pour que ce soit une loi de Poisson de paramètre 0,93. Dans ces cas-là, on va pouvoir le faire. Je vais faire, on l'avait vu, il y avait la fonction fit10 qui permet de récupérer l'estimateur du maximum de vraisemblance. Je peux même récupérer un intervalle de confiance. Voilà, tout colle. J'ai bien mon 0,93. Donc, quelle que soit la méthode que vous retenez, on a ce lambda qui apparaît à 0,93. Donc, maintenant, je peux mettre en place mon test, tout simplement en disant,
on va comparer par rapport aux valeurs empiriques. Alors, je vous l'avais dit dans la capsule précédente, quand on est sur des lots de poissons, on a une fonction dans le package VCD, je crois, qui est cette fonction goodFit, donc qui est dans le package. Donc, il faut charger avant la library VCD. Et donc, on a ce goodFit d'une loi de poisson qui vous donne exactement l'estimateur, puis qui va vous fitter des lois, okay, tout simplement en comparant les valeurs observées versus les valeurs espérées. En fait. Donc ici, je récupère très exactement N0, et ici, je récupère N multiplié par P0, 1, qui était tout simplement la probabilité pour qu'une loi de poisson soit égale à 0. La loi de poisson de paramètres précisément 0,93. Okay, puis quand on regarde rapidement, on a l'impression qu'on n'est pas si éloigné que ça. D'accord, donc on compare les probabilités les fréquences observées, mon tableau de contingence, mon tableau de comptage observé sur mes données et les valeurs qu'on aurait eues si jamais j'avais une loi de poisson. On va regarder la distance entre les deux. On voit qu'on n'est pas très loin. C'est effectivement ce qui est proposé par le Goodness of Fit Test. Donc, c'est vraiment un test du Q2. Okay. Donc, lui, en l'occurrence, alors, il va couper directement. Alors, il coupe à 4. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un regroupement ici de toutes ces valeurs-là. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, et ensuite, on regroupe tout le monde. Donc, on a 5 modalités. Ici, J égale 5. Donc, on se retrouve avec 0, 1, 2, 3, 4 et plus. Okay, donc, ce qui vous donne 4 catégories plus 1, donc J égale 5. Donc, degré de liberté, c'est J-1. Okay. Ma statistique du Q2 vaut 4,26. Okay, avec une loi du Q2 qui est à 4 degrés de liberté, il s'avère que notre p-value, elle est à peu près à 5%. Donc, on voit que ce n'est pas complètement déraisonnable, mais disons que ce n'est pas exactement non plus une loi de poisson, donc on devrait pouvoir faire peut-être un petit peu mieux. Je vais juste vous le refaire avec un peu plus de modalités. Donc, moi, je l'avais proposé en disant on va faire 5 et plus, ce n'est pas 4 et plus. Okay, donc, comment est-ce qu'on le fait à la main? C'est facile, on va créer nos vecteurs, nos observations. Donc, je vais récupérer le vecteur des N0, N4, N5+. Donc, j'ai mes 6 modalités possibles. Okay, donc, voilà mon tableau d'observé. Mon tableau de ce que je m'attends à, ce que j'espère avoir, c'est quoi? C'est donné par ma loi de Poisson. Okay, donc, je récupère encore une fois, mon lambda, ça vaut mon 0,93. C'est l'estimateur de la méthode des moments, l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est la fréquence qu'on a observée. On a à peu près 0,93 impact de bombe dans chaque un quart de kilomètre carré. Okay, donc, ce que j'espère, encore une fois, c'est une espérance au sens mathématique. Ça devrait être des probabilités qui ressemblent à ça. Okay, et la fonction sous R pour faire le test du Q2, c'est un K2.test, okay, dans lequel vous mettez, il y a cette petite subtilité qui est que d'un côté, je mets des observés en N, et ici, je mets des probabilités. Okay, donc, on ne met pas des choses qui sont homogènes, on ne met pas le nombre observé versus le nombre théorique, on est vraiment sur nombre observé versus une probabilité. Okay. Alors, il s'avère que cette fois, ça marche beaucoup mieux, puisque je récupère une p-value à 95%. Donc, on est relativement proche. Alors, je ne sais pas pourquoi on était aussi éloigné sur celui-là, mais voilà. Peut-être à cause de ce regroupement ici, mais ça me paraît un petit peu bizarre. Il me dit qu'on est trop élevé. Donc, voilà, j'aurais plus confiance en celui-là. Voilà, on a effectivement notre test. Alors ici, j'ai changé ma catégorie. Alors, c'est pour ça que je n'observe pas exactement ce qu'il y avait donné dans le package VCD, mais ce n'est pas grave. Moi, je continue à vous dire que ce que je vous fais, c'est juste. J'ai regroupé cette fois en 4 et plus. Donc, cette fois-ci, je me retrouve avec J égale 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, j'ai ma table d'observés. J'ai mon vecteur de probabilité associé. Okay. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces grandeurs-là coïncident? Okay. Est-ce que c'est possible que les fréquences observées, est-ce que ce vecteur des n peut être associé à une loi multinomiale dont le paramètre P serait ce P0, qui est donné exactement par ce vecteur de probabilité? Si oui, dans ces cas-là, on va accepter la loi multinomiale, mais en fait, ça revient à accepter une hypothèse de Poisson. C'est ça qu'on va dire. Donc, je récupère une loi du Q2 à 1 degré de liberté, pardon, qui vaut 1, degré de liberté égale 4, et donc je récupère une p-value à 0,90. Okay, donc, on a tendance à accepter H0 ici, puisqu'on est bien au-dessus de 5%. Okay.
Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, je vais juste vous donner un dernier petit exemple. N, c'est des nombres de points, de points qui ont été marqués, de buts qui ont été marqués dans des matchs de soccer. Okay. Donc, c'est des Coupes du Monde. Et donc, on a un certain nombre de matchs qui ont été joués. Donc, j'ai 3 Coupes du Monde, 82, 98 et 2010. Okay. Et je suis pas dans la phase éliminatoire, je suis dans les series, donc dans la phase suivante, essentiellement parce qu'il me faut un gagnant. Donc, je suis sur la phase où j'ai des gagnants, donc les matchs vont s'arrêter et je vais compter combien il y a eu de buts qui ont été marqués. Donc, dans le premier cas, j'ai 52 matchs, 70, 64. Et je suis en train de me demander si je n'ai pas les matchs éliminatoires dedans en plus. Bon, anyway, j'ai des matchs. Donc, je me retrouve avec des nombres différents, mais ça, ce n'est pas forcément très, très grave. Et on va se demander, est-ce que c'est possible que le nombre de… Alors, dans la base, si vous regardez, j'ai le nombre de points marqués par l'équipe 1 et l'équipe… Alors, je l'appelle, c'est la colonne 1 et la colonne 3. Ça me donne mes scores. Okay, donc, le nombre de buts qui ont été marqués dans chacun des matchs. Voilà. Et la question, c'est est-ce que je peux supposer que le nombre de buts marqués dans un match suit une loi de Poisson. Donc, je vous ai mis ici un box plot avec les nombres de buts marqués. Donc, ici, on est sur 1982. Ici, on est sur 2010. Okay, donc, les box plots, c'est intéressant, mais en discret, je ne sais pas trop ce que ça donne. Et ici, j'ai mes comptages. Donc, je fais des bar plots et on va se demander est-ce que ça peut correspondre à la loi de Poisson. Voilà. Donc, on peut le faire, par exemple, ici sur S10. Est-ce que ça pourrait suivre une loi de Poisson? Alors, implicitement, est-ce que ça suit une loi de Poisson? Dans le paramètre, ce serait l'estimateur ici. Donc, ce serait le nombre moyen de buts qui ont été marqués. Okay, donc, on a l'impression ici qu'on pourrait accepter l'hypothèse d'une loi de Poisson sur les nombres de buts qui ont été marqués en 2010 pendant la Coupe du Monde de soccer. Alors, on peut le faire vite fait. On peut regarder un petit peu à quoi ça correspond. Donc, je vais regarder la statistique de test, ou plutôt les comptages qu'on a observés versus ce que donnerait une loi de Poisson. Donc, ici, j'ai ce que j'ai observé. Donc, le nombre de buts qui ont été marqués dans chacun des matchs va de 0 à 7. Donc, visiblement, j'ai aussi la phase préliminaire puisqu'on peut arriver à 0. Okay, donc, il y a 7 matchs pour lesquels j'ai obtenu 0 but. C'est un peu plate. Un match où j'ai obtenu 7 buts. C'est un peu plus le fun. Okay, donc, on a ces nombres qui ont été observés. Et donc, question classique, est-ce que ces NJ sont proches ou pas des valeurs théoriques qui sont des N fois P0J, où les P0J sont obtenus à partir d'une loi de Poisson de paramètres la moyenne du nombre de buts par match. Okay, donc, on récupère ces comptages-là. Donc, par exemple, ici, on devrait avoir que si jamais j'ai effectivement une loi de Poisson, j'aurais dû obtenir 12,87 matchs sur lesquels j'avais eu 3 buts. On en a eu 14. Donc, on voit qu'on n'est pas trop éloigné. Okay, et donc, on valide notre hypothèse de loi de Poisson possible. Par contre, en 1982, je vous laisserai faire le test si vous êtes intéressé, mais ça ne marche pas. Je pense que c'est essentiellement à cause de ces valeurs un peu aberrantes. Et voilà, vous pouvez regarder un tout petit peu et essayer de comprendre. Donc, on a quelque chose qui s'apparente aux Z dont je parlais auparavant, qui sont ces résidus de personnes, qui sont en fait ces différences normalisées, qui sont les nombres observés, moins les nombres qu'on s'attendrait à avoir, divisé par la racine carrée des n P0J. Donc, ces grandeurs-là nous donnent ce qu'on va appeler une contribution au Ki2. Et donc, plus ces valeurs sont grandes, plus c'est celles qui nous expliquent pourquoi on peut être loin d'une loi du Ki2. OK? Voilà, je vous le fais d'ailleurs pour ma 1982. J'avais dit que je pouvais le faire, mais en fait, il est fait ici. Donc, on voit qu'on a une statistique de test qui est beaucoup trop grande. OK? Alors, c'est essentiellement dû au fait que, par exemple, sur le 11e match, il y a eu un match sur les beaucoup qui ont été joués, pour lesquels il y a eu 11 buts qui ont été marqués. Okay, donc, il y en a eu un. En théorie, ça n'arriverait jamais avec la Poisson qu'on aurait dû observer. Donc, ça nous donne un résidu Z qui est beaucoup trop grand. Et donc, ça plante complètement le test. Et pareil, on aurait pu le voir aussi sur le 0. Normalement, on aurait dû avoir 7 matchs avec des 0. Il s'avère qu'on en a 3. Donc, on a un Z qui est beaucoup trop grand. Encore une fois, nos Z doivent à peu près suivre une loi normale. Okay, donc, il y a 95 chances sur 100 pour qu'on soit compris entre moins 2 et 2. Donc, dès qu'on en sort, c'est qu'on commence à avoir des nombres un peu trop grands. Okay, donc, effectivement, on va plutôt rejeter l'hypothèse de Poisson sur 1982. D'accord? Alors, je pourrais adapter ça aussi pour le cas continu, tout simplement en découpant en classes. Donc, par exemple, on avait fait le test pour la taille des élèves. Okay, donc, je vous avais dit, le test de Kolmogorov-Smirnov marche pour des variables continues, mais on pourrait découper notre classe en classes. Donc, supposons que j'ai certaines observations.
Je pourrais m'amuser à découper. Donc, par exemple, j'ai la taille des filles. Okay, je pourrais découper en moins d'1m60, 1m61, 1m62, 1m63, 64, 65, 66, 1m67, 68, 69, 70 et plus qu'un 71. Okay, donc voilà les probabilités que j'ai envie de regarder. Okay, je vais regarder combien j'ai d'observations dans chacune des classes. Donc ça, on peut les compter. Il suffira de faire un table. Okay, donc mon table va me donner directement mes probabilités. Alors ici, je les ai normées en divisant par n. Et on récupère comme ça notre vecteur. Ici, j'ai mon vecteur des P chapeaux, okay, dans lesquels je vais avoir tout simplement mon N0 sur N, N1 sur N. Donc je récupère chacune des catégories. Ah, pardon, j'aurais dû commencer en 1. Donc on va jusqu'en J. Okay, donc ça, c'est ma fréquence empirique que j'ai observée. Par exemple, il y a eu 19,6% des élèves qui font moins d'1m60. Donc je pourrais me dire, comparons avec une hypothèse de normalité. Supposons que j'ai une loi normale qui ait certaines propriétés. Dans ces cas-là, je peux calculer les probabilités dans chacune des classes. Et donc, je peux regarder la probabilité de faire moins d'1m60. Si jamais, effectivement, j'ai une loi normale d'1m65 et d'écart type 5, dans ces cas-là, il y a 18% de chance d'être plus petit qu'1m60. Et donc, on va comparer tout simplement ce 1,96 avec ce 1,184. Okay, donc, on est retombé dans l'hypothèse précédente qui est, on va tester, est-ce que ma fréquence empirique, ma probabilité empirique, elle est égale à une certaine probabilité P0. Donc, je peux le faire. C'est toujours la même chose. Test du qui 2. Je compte les observations qui ont été coupées. Je vérifie par rapport au proba et on voit qu'on a une p-value qui est relativement importante. Donc, on peut retenir l'hypothèse que alors, P est égal à P0, ce qu'on va ici traduire par le fait que X suit à peu près une loi normale 160, 5 à la 2. D'accord? Donc, on peut utiliser ce test en faisant des découpages, mais on a le même problème que pour les histogrammes, qui est, si jamais je m'amuse à changer mes classes, peut-être que ça marchera. OK? Petite pause, et on se retrouve pour les tableaux de contingence, qui va être la même chose, mais en dimension 2. À tout de suite.